Le complot jouissif n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de complot jouissif. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes. En revanche, il y a les jouissifs. Et le jouissif ne complote pas contre le goy. Il est de nature intrinsèquement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme, de retour avec cette chronique 94B du livre Sadique, Époque. Comment en sommes-nous arrivés là, de Danny Robert Dufour, avec beaucoup de retard. Et je m'en excuse, penaud. Essai véritablement brillant, au cœur duquel fut expliqué le sadisme, la réelle pensée de Sade, beaucoup en parlent mais peu la connaissent, et l'évolution des idées sadiennes à travers l'histoire. Mais dans cette partie B, il sera question du sadisme aujourd'hui. L'auteur constate avec brio que nous évoluons dans une société, dans une civilisation sadienne. Nous en verrons les symptômes et les raisons, expliquées par Monsieur Dufour. Notre au-delà du livre, c'est-à-dire notre réflexion à partir du livre, sera encore une fois de la plus haute importance, puisque nous irons sur un terrain que l'auteur a sciemment ou non décidé d'éviter. Nous nommerons les vrais sadiques d'aujourd'hui, selon nous. Argument à l'appui. Et un peu de suspense, roulement de tambour, saurez-vous les deviner? Bref, messieurs, dames, écoutez jusqu'à la fin, puis partagez, faites circuler ce travail qui, je l'espère, et non, j'en suis convaincu, vous aura fait réfléchir. Récompensez-le par un peu plus de visibilité. Allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. Nous avions terminé notre chronique 94A en dénonçant notre époque contemporaine devenue sadico-anale. C'était comme ça qu'elle fut qualifiée. Sade, je dirais, se trouve presque partout dans nos sociétés occidentales, comme tapis dans l'ombre. Il était déjà dans la bombe atomique d'Oppenheimer, puisque la destruction du monde, fantasme ultime du marquis, se veut désormais possible, matérialisé. L'impossible est devenu possible. Un monde post-sadien s'ouvre devant nous. Et donc, pour lutter contre la pensée sadienne, il faut être plus sadien encore, comprendre, acquérir, moi aussi, la bombe atomique dans une course effrénée. C'est la prolifération atomique. Et c'est donc la prolifération du sadisme. Ouais. Intelligent, hein? Malheureusement, oserais-je dire, la bombe n'est pas la seule manifestation de notre entrée dans le monde post-sadien de la destruction. En réalité, et vous le savez, la technique de nos jours se trouve en mesure de détruire toutes les formes du vivant, toutes les formes de la création. Clairement, nous sommes en mesure de nous auto-détruire. C'est le post-humanisme. Nous détruire pour renaître en immortels, c'est-à-dire libérés de la sexuation. Le rêve du marquis de Sade nous tend les bras. Désormais, il est possible de nier la différence sexuelle puisque la science peut engendrer en altérant le sexe. Cette même science peut même contourner les lois de prohibition de l'inceste. C'est donc clairement une attaque sur la filiation. La propagation se voit désexualisée. Une nouvelle sexualité se crée. Le rêve du marquis, encore une fois. Pire que ça, notre civilisation actuelle, ou plutôt celle vers laquelle nous nous dirigeons, tue le père scientifiquement. Le meurtre de la figure du père, d'un point de vue sociétal que nous dénonçons depuis des décennies et des décennies, ne constituait que les prémices, l'avant-goût amer d'une mise à mort scientifique à venir, qui va défaire la parenté. Et pour cela, de plus en plus, la mère sera niée, décorrélée du père. Le sexe ne sera plus lié à la différence sexuelle. La passion sadienne s'est bel et bien incarnée dans les technosciences
moderne. Bon, eh bien, nous venons de parler de l'aspect philosophique. Nous venons de le prouver. Regardons de quelle manière le sadisme s'est imposé dans notre monde. Nous évoquions lors de la précédente chronique ce capitalisme destructeur prêt à épuiser les ressources naturelles de cette planète et à détruire les écosystèmes. C'est assez évident. Aussi avions-nous détaillé ce capitalisme de consommation fondé sur les pulsions des individus lorsque nous avions parlé de Pasolini. Mais un dernier capitalisme existe, selon M. Dufour, celui de la haine de l'autre. Là aussi, typiquement sadien. Évidemment, comment ne pas penser d'emblée aux réseaux sociaux? Tendez l'oreille car nous poussons la porte du très intéressant. Les réseaux sociaux fonctionnent selon le principe cardinal de l'attention. Et l'attention, jadis filtrée par les parents ou par l'école, se trouve depuis 30 ans ouverte au grand vent. Déjà, les individus sont irrationnels dans leur choix, mais surtout, leur attention se tourne de prime abord vers les contenus à puissance négative. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que le spectateur jouit 2 fois devant de tels contenus. Il jouit 2 fois. La première, en tant que névrosé, qui s'identifie au pervers, qui fait subir des violences. La deuxième, en tant que névrosé, qui s'oppose à ces contenus violents. C'est comme vivre par procuration en s'identifiant au tortionnaire ou à la victime. Et par la suite, avec les amis, en groupe, socialement, publiquement, eh bien, laisser aller sa réprobation morale, vous voyez, devant tout le monde. C'est exactement ça. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont tout prévu pour ces réactions publiques par le truchement des émoticônes, comme vous l'avez deviné, ou alors en repartageant tout en critiquant, ou alors les hashtags, bref, vous savez tout ça. Les réseaux sociaux sont donc un piège pour vous faire mordre à l'hameçon de la vertu, pour se montrer le plus vertueux. En parallèle à cela, l'idée est de susciter la dépendance de l'utilisateur, en l'enfermant dans une bulle de filtre rassurante. Cela a pour première conséquence la désubjectivation, qui a contribué, par cet autocentrisme, à l'atomisation de la société. Autocentrisme qui mène donc à une haine en ligne, comme si des tranchées avaient été creusées entre les individus. Et c'est pire de nos jours, puisque les contenus violents ne sont plus lus, mais vus. Le cerveau ne produit plus rien, il subit, il encaisse, il est soumis. C'est ce qui crée l'aliénation, comme une volonté de jouir tout de suite. Et cela crée des foules facilement manipulables. Bon, là, l'auteur verse totalement dans la manipulation lui-même, cependant qu'il désire la dénoncer. Petite parenthèse, il pourfend le réseau social X, qualifié d'extrême droite et de sadien. Aussi assimile-t-il Musk à Hitler. Ça, c'est un véritable mensonge éhonté de la part de M. Dufour, sachant que les réseaux sociaux baignaient littéralement dans une pensée lénifiante teintée de tolérance, d'antiracisme, d'immigrationnisme exacerbé pendant des années et des années. Le début des réseaux sociaux, c'est une marée humaine de vertu et de cucul à praline. Et c'était ça. Et avec toutes les manipulations mentales et psychologiques qui s'y réfèrent. Bref, encore une fois, cela n'enlève rien à ce livre intelligent. Continuons. Ne restons pas bloqués là-dessus. De nos jours donc, le système sadien semble plus ancré encore. On pourrait même dire que le système est sadique. Quelques groupes moraux gravitent autour de ce système, donnant l'illusion d'une morale encore existante, mais ce n'est que superfétatoire. Oui, parce que dans la société du marché total, il n'y a plus que des marchandises. Avec la monnaie devenue elle-même la marchandise ultime, comme un fétiche. Mais les sujets que nous sommes sont aussi des marchandises, des travailleurs jetables. Et dans notre société,
Que faut-il faire pour s'extirper de la masse des sujets? Que faut-il faire pour s'extirper des autres? Eh bien, il faut les baiser. Il faut les avaler. Il faut leur sucer le sang. C'est-à-dire tout un vocabulaire sadien parfaitement assumé de nos jours pour réussir. Vous voyez à quel point le rapport à l'autre est changé? Même le collègue demeure potentiellement votre ennemi à venir. Le capitalisme ne peut que sadiser l'inconscient. C'est irrémédiable. Irrémédiable. D'ailleurs, qu'est-ce que le capitalisme financier? Sinon le vol, sinon la prédation, sinon l'expropriation. Notre seul but social, dorénavant, se résume à vouloir prendre à l'autre sa place ou une partie de ses biens. Indirectement, évidemment, mais cela reste véridique. Ainsi, il faut posséder plus que son prochain, et si ce n'est pas le cas, alors il faut feindre de posséder ou simuler la force. Et nous revenons encore aux réseaux sociaux avec leur lot de mensonges, de bluffs, etc. L'auteur avance l'idée que l'avènement de Trump, qu'il déteste au plus profond de son cœur, ne constitue en réalité qu'un laboratoire libertarien, comme un prolongement des idées des penseurs de l'école autrichienne, citons Kaplan et Böttke, ou encore Yarvin, le promoteur des fameuses Lumières noires dont on commence à parler de plus en plus et dont J. Evans est un des lecteurs assidus. Et comment ne pas penser à Sade lorsque l'on entend justement ce concept des lumières noires, ou lumières sombres, ça dépend des traductions. Les lumières noires, nous appellerons comme ça, nous, les lumières noires. Est-ce que cela ne ferait pas référence aux lumières avec un grand L? Vous savez, les lumières qui reconnaissaient l'individu, mais tâchaient d'en retenir la toute-puissance? Est-ce que les lumières noires ne signifieraient pas finalement vouloir laisser aller les pulsions de l'individu, y compris à l'encontre d'autrui? Est-ce que ce ne seraient pas les lumières qu'on aurait totalement débridées? N'oublions pas que les anarcho-capitalistes de la tech, ceux qui entourent Trump, ceux qui ne jurent que par ces lumières noires, rêvent d'une élite de génie à QI élevé, 1% de la population, qui dominerait à distance une main-d'œuvre à QI faible, tout en accumulant des richesses hors de portée de l'État. Et si donc nous étions en train de nous diriger vers la quintessence d'un monde sadien, avec ses lumières noires, c'est-à-dire un monde sans loi, chacun ses propres règles, c'est-à-dire un monde où plus rien ne sera en commun, plus rien ne sera partagé. Yarvin, c'est quand même le gars qui a proposé l'annexion de la bande de Gaza en 2025 pour en faire une luxueuse Riviera. Avouons que toute cette réflexion ici, c'est intéressant, et que M. Dufour se montre particulièrement brillant. Mais ça se gâte ensuite. Ça se gâte ensuite, et il faut que je vous fasse part d'un bon rire. Je ne suis pas égoïste au niveau du rire sincère, je vais vous l'offrir. Rions tous ensemble alors. Alors encore un délire de notre cher auteur. Les jouissifs seraient au service de Trump pour faire le sale boulot à Gaza, c'est-à-dire virer les Palestiniens, pour que les libertariens américains puissent y imposer leurs projets pour qu'ils mettent la main sur Gaza, sur une nouvelle terre, et imposer leur Riviera. Ouais. Bref, je n'aurais qu'une chose à dire à M. Dufour, aussi cultivé soit-il. Vous ne connaissez strictement rien aux Juifs. Rendez-vous dans Au-delà du livre, M. Dufour. Alors, mes amis, continuons notre incursion au sein de notre société moderne, occidentale, devenue entièrement sadienne. Et qui d'autre que les cacailles symbolisent le mieux le sadisme? Franchement, dans notre quotidien, concrètement, existe-t-il quelque chose de plus sadique que ces hordes de cacailles qui arpentent nos rues, même dans la province reculée dorénavant? Évidemment non, sans foi ni loi, typiquement sadiennes elles sont, disais-je, puisque leur rapport à l'autre, leur violence est proactive. Ce n'est pas réactif, c'est proactif, c'est décidé, c'est voulu.
C'est de la violence gratuite qui a à voir avec le plaisir orgiaque de la destruction. Les cacailles détruisent tout, sans but, sans revendication particulière. C'est leur fonction, on dirait, leur nature. Les cacailles ramollissent l'autre, c'est-à-dire qu'elles le rendent mou. Voilà pour le constat. Indéniable, implacable. Mais alors comment l'expliquer? Déjà, les cacailles évoluent dans un monde à la pensée clanique, où l'honneur l'emporte sur la loi. La police étant finalement un clan parmi d'autres. Un clan ennemi, de facto. Un clan qui sera toujours ennemi. Même chez une non-cacaille, si vous voulez. Mais qui a grandi dans un milieu cacaille, la police est ennemie, point. Les cacailles incarnent par conséquent le sadisme pur. Ils ne font preuve d'aucune empathie. Ils ont raté le concept d'autrui. Ils ont raté le fait que l'autre existe. Parfois jusqu'au plus profond de leur système nerveux central. Pour eux, seule la pulsion compte. Ouais, on s'ennuyait, alors on a mis le feu. Voilà, tout est résumé. Et là, notre auteur pourfend le djihadisme. Il qualifie cette idéologie, cette tournure d'esprit, écoutez bien parce que ce n'est pas dénué d'intelligence et cela vient corroborer son concept de passion sadienne. Donc il vient qualifier le djihadisme donc comme si le musulman se créait lui-même une sorte d'être suprême méchant qui autoriserait la violence pour lutter contre les mécréants et garantirait par là même la vie éternelle. C'est pas con, hein? C'est pas con du tout. Bon, cette réflexion pertinente, Monsieur Dufour ne la réalise pas sur Hachem, qui autorise le jouissif à pratiquer l'antigoïsme. Mais bref, continuons. Ou alors, rendez-vous dans au-delà du livre. C'est donc un sadisme pratiquement assumé parce qu'il est excusé. Il suffit de ne pas aller à la mosquée lorsqu'on accomplit des actes de violence, puis d'y retourner par la suite pour laver ses péchés. Alors que faire? Que faire face à ce sadisme que nous subissons de plein fouet en France, quotidiennement? Cette quintessence du sadisme, oserais-je m'avancer, que représente la cacaille en France. Quintessence parce que, en plus de la formation des bandes et de leur violence gratuite jouissive à leurs yeux, est venu se greffer le désengagement de l'État. Sous Sarkozy, nous affirme le philosophe, les quartiers sensibles furent abandonnés. Ouais, oh là. Minute, monsieur. Encore une fois, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Il me semble que le plan Borloo, c'était sous Sarkozy. Mais là n'est pas l'idée principale, puisqu'en réalité, c'est bien pire que ça. L'État français œuvre du côté des cacailles. Pertinemment, il l'a choisi. Et contre son propre peuple et ses propres citoyens. Il n'est pas question d'abandon ici, il y a question d'un choix. Ils ont choisi, ils ont misé sur ce cheval, si j'ose dire. Bref, peu importe. L'abandon des quartiers, selon lui, l'abandon des quartiers a amené l'impunité, qui a amené les trafics, qui a amené la puissance de l'argent, ce qui a renforcé ces bandes de cacailles capables dorénavant d'exécution publique. Pensons à la DZ Mafia, ou à ce que l'on pourrait appeler l'ubérisation du crime. Voilà pour le tableau. Le tableau, justement, comme celui de Jérôme Bosch, dont nous parlions au début de notre chronique précédente. Le jardin des délices. À gauche, le paradis, au milieu, l'humanité, à droite, l'enfer. Et si nous étions en plein dedans, justement, dans cet enfer? Les guerres actuelles, les risques nucléaires, certes, mais pas que. Nos cerveaux sont capturés par la musique menaçante et lénifiante, mais aussi par les écrans dont le rôle est de nous conduire vers les objets. L'enfer, c'est aussi les créatures mi-numériques, mi-organiques vers lesquelles nous tendons, sorte de post-humanisme. L'enfer, c'est aussi le marché total avec ses deux forces complémentaires, la finance et la technologie, sans frein. L'auteur évoque l'avènement d'un quatrième Reich national capitaliste libertarien. Oui, parce que lui, il voit du national dans Trump, encore une fois. Moi, j'y vois plutôt la prise de contrôle au grand jour du tribalisme jouissif, mais passons. Il n'en reste pas moins que M. Dufour
Pour lui, il s'agit d'un marché total post-humain, c'est-à-dire destiné à en finir avec l'ancienne espèce humaine. Eh oui, que fait-on d'un produit devenu obsolète ou inutilisable? Eh bien, on le jette. L'IA s'apprête donc à remplacer l'ancienne espèce humaine qui se verra abandonnée ou détruite. Alors revenons à notre question. Que faire face à ce sadisme dominant? Rien. C'est certainement trop tard. Alors, agis comme si tu n'avais à peu près aucune chance de réussir, nous dit la maxime. Allons au-delà du livre, chers amis, et voilà, vous me voyez venir, mais vous allez apprendre beaucoup de choses et n'hésitez pas à partager encore une fois parce que je pense que cela va vous servir dans vos réflexions. Cet essai de Danny Robert Dufour reste de haute volée, sans discussion possible. Comme Debré, comme Millet, j'apprécie ces Français dotés d'atticisme, j'apprécie les voir déployer leurs connaissances et chercher à nous élever. Seulement, un problème se pose. Aussi érudits soient ces trois penseurs, et Dieu sait que je les apprécie, il manque une corde à leur arc, il manque une flèche à leur carquois. On peut analyser le monde par la politique, par la géopolitique, par la philosophie, par la culture, par la religion, par l'histoire, par la démographie, par la sociologie, par la psychologie, que sais-je même. Mais s'il vous manque la flèche jouissive, vous ne vous approcherez qu'à distance de la vérité. Le jouissif est un thème en soi qui ne doit surtout pas être inclus dans les thèmes précédemment cités. À part pour la psychiatrie freudienne, si je voulais faire un petit peu d'humour. Bref, pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple probant. J'évoquerai cette expression ressassée, cette antienne éternelle sur laquelle j'ai tiqué dernièrement. Je n'avais jamais fait attention à cette expression auparavant, mais je l'ai réentendue, expression que vous allez comprendre tout de suite, mais tout de suite, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche chez celui qui utilise cette expression. C'est l'expression « le complot jouissif ». Alors je vais vous dire, quiconque utilise ce refrain, quiconque utilise cette expression, ce vers d'oreille, à mes yeux est soit du côté des jouissifs et désire les protéger, soit ne les connaît absolument pas. Expliquons-nous. Le complot jouissif n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de complot jouissif, que cela soit dit une bonne fois pour toutes. En revanche, il y a les jouissifs. Et le jouissif ne complote pas contre le goy. Il l'est de nature intrinsèquement, culturellement, psychologiquement, historiquement, financièrement, blablabla, contre le goy. Il n'a pas besoin de comploter, il est. Et ne s'en cache même pas d'ailleurs. Danny Robert Dufour nie le problème jouissif, le thème jouissif, et cela rend son essai au préalable génial, faux et incomplet. D'abord, pour protéger les cols roulés, il charge Trump de tous les maux, comme s'il les dominait, comme s'il leur imposait sa vision, contre-vérité donc. Ensuite, l'auteur voit le sadisme des cacailles de banlieue sans pointer du doigt celui des jouissifs. Comme s'il avait l'œil à la souris et la bouche cousue sur l'éléphant dans la pièce. C'est trop peu pour un roi, disait la princesse aux courtisans. Notre auteur, Monsieur Dufour, nous disions, vilipende avec à propos le sadisme des cacailles, qu'il attribue d'ailleurs à une vision clanique et tribale de leurs pensées. La souris. Mais quelle autre communauté n'évolue que de façon tribale? Certes, on me dira que le jouissif n'est pas sadique avec les Français du quotidien, comme peuvent l'être les cacailles. C'est vrai. Mais c'est logique, puisque le jouissif n'est pas du quotidien. Il n'est pas homme du quotidien. Montez dans la hiérarchie et voyez comment se comportent les jouissifs. Avec quel sadisme ils imposent leur vision politique, leurs idées, leur censure, ou même leur propre col roulé. Pensons à Bruel. Ces temps-ci. Pourtant, et terminons la démonstration, s'il y a bien un groupe de personnes qui symbolise à merveille le sadisme aujourd'hui en 2026, c'est bien les jouissifs. Et faire un livre sur le sadisme sans jamais parler de leur
J'allais dire tare, c'est bien plus qu'une tare. Eh bien, c'est obligatoirement volontaire. Faisons donc rapidement le travail de conclusion que M. Danny Robert Dufour n'a pas voulu ou n'a pas su faire. J'ai griffonné sur un bout de papier les liens les plus évidents, les premiers qui me vinrent à l'esprit, entre Sade et les jouissifs, pour vous démontrer que ce sont 2 feuilles de papier. Commençons par la base, la perversion, la perversité. Si Sade a pour objectif de pervertir la population de façon directe, frontale, brutale, le jouissif, lui, crée des idéologies plus indirectes. Mais pour les deux, en tout cas, le vice amène la vertu. Le mal est nécessaire pour se diriger vers le bien. Pour les deux, encore une fois, le monde mérite d'être détruit pour le reconstruire. Évidemment pas pour viser un bien universel, mais pour parvenir au bien tel que voulu par Sade, ou au bien tel que le rêve le jouissif, leur bien, leur vision du bien. Ensuite, parlons sadisme pur, violence. Tout comme Sade, le jouissif assume sa sauvagerie. Le jouissif se pavane devant les massacres qu'il a perpétrés, à Gaza ou ailleurs. Je n'ai pas besoin de détailler ici, c'est tellement évident et il n'y a pas besoin de... Le meurtre, les destructions, c'est pour respecter Yahvé, exactement comme Sade prétendait respecter la nature. Sade tue au nom de la nature, le jouissif tue au nom de Yahvé. Entrons plus précisément dans le processus de destruction. Chez Sade, nous avions vu qu'il prônait l'idée de destruction-régénération. Chez le jouissif, il s'agit de détruire pour réparer, selon sa vision. Nous en avons parlé lorsque nous avions entrepris la chronique sur le dopage, par exemple. Le jouissif se trouve toujours à la pointe pour détruire ce qui existe chez le goy et le refaire sous une autre forme. Les exemples foisonnent, la démocratie, la nourriture, avec la fausse viande, le faux crabe, et tout ce qui touche à la culture. Le jouissif reprend toutes les cultures pour les retransformer. Il les réécrit. C'est une subversion permanente. C'est logique en fait, puisque Sade et les jouissifs partagent cette idée d'absence de verticalité, d'absence de morale universelle. Sade prônant le fait d'être centré sur soi, le jouissif prônant le fait d'être centré sur la tribu. D'ailleurs, Sade refuse catégoriquement de juger ce qui est fou, celui qui est fou. Exactement comme le jouissif n'est fou que celui qui va à l'encontre de la tribu. Nous arrivons donc au concept de l'isolationnisme, qui est privilégié par tous les deux. Chez Sade, il ne faut pas faire attention à l'autre. Chez le jouissif, il faut mépriser le goy. Ainsi, l'autre, ou le goy, devient une proie. Une proie physique pour Sade, une proie mentale et un porte-monnaie à vider pour le jouissif. En clair, pour les deux, l'intérêt général n'existe pas. Seul compte l'intérêt particulier, ou tribal donc. Justement, terminons sur l'aspect global. Les jouissifs veulent créer ce que Dieu a créé, lui, spontanément. Rêve sadien, rêve jouissif. Les deux désirent dominer la planète. Les deux désirent prendre la place de la nature. Les deux désirent outrepasser Dieu. Sade, c'est la négation de l'ancienne humanité. Le jouissif, c'est la négation de la tradition chrétienne ou de la tradition des goy, yim. C'est ce qu'on appelle l'antinomisme, le rejet de toute loi extérieure. À la base, c'est de la gnose. Le but ultime réside donc, pour tous les deux, dans cette idée de fin de la propagation. Fin de la propagation humaine pour Sade, fin de la propagation goy pour le jouissif. Via l'avortement, par exemple, poussé chez les goïms, mais interdit chez les jouissifs. Ah oui. Enfin, terminons par l'aspect religieux. Et on va prendre Monsieur Dufour à son propre piège. Revenons au projet Manhattan, qui était la création de la bombe atomique et qui fut, pour Monsieur Dufour, la quintessence et la preuve ultime que le sadisme avait pris possession de notre société moderne. Oui, c'est pas faux, mais expliquons un peu mieux. Pour Monsieur Dufour, donc, c'était le symbole ultime de notre monde sadien. Seulement,
Qui furent les savants au cœur de ce projet? Qui furent ceux qui mirent toute leur âme et toute leur énergie dans la possibilité de détruire le monde? Des savants jouissifs. Fermi, Oppenheimer, Einstein, Szilard, Teller. Et l'auteur le sait. Il le sait. Mais il l'explique par le fait que les jouissifs, ils avaient très peur d'être anéantis par les nazis. C'est des balivernes. La vraie explication se niche ailleurs. Les vrais sadiens, ce sont les jouissifs. Ce sont eux qui sont capables de détruire le monde. Pensons à leur doctrine Samson. S'ils perdent, ils détruisent tout. D'ailleurs, les scientifiques jouissifs riaient et plaisantaient entre eux devant cette possibilité qu'ils s'étaient créés de détruire la planète. Oppenheimer avait d'ailleurs nommé la bombe atomique Trinité. Ouais. Pourquoi, selon vous? La Trinité va à l'encontre des lois noachides. Pour lui, pour Oppenheimer, pour eux, pour ces scientifiques jouissifs, Dieu est en attente, ou Hachem est en attente de la destruction de l'homme par l'homme, pour qu'un autre Dieu ressurgisse sous une forme nouvelle. Mais qui, à votre avis, quel autre Dieu? Le Mashiach, évidemment. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est. Arrêtez, mes amis. Quando a vos faz saclamur, vesturse de sumana